Le 8 janvier 1324 disparaissait le célèbre explorateur vénitien Marco Polo. À l'occasion du 700e anniversaire de sa mort, nous recevons dans ce journal Thomas Athanase, maître de conférences en histoire de la Méditerranée médiévale à Paris 1 et auteur de Marco Polo, publié aux éditions Ellipse. Bonjour, merci d'être avec nous. Venise, la ville natale de Marco Polo, va rendre hommage à l'un de ses plus grands voyageurs. Le thème du voyage et de la découverte sera au centre du carnaval. Marco Polo est un marchand vénitien. En quoi reflète-t-il une époque et une cité ? Le XIIIe siècle, le grand siècle de l'expansion occidentale. Alors c'est vrai bien sûr pour Paris, pour la France, la monarchie française, Saint-Louis, la Sainte-Chapelle, l'université de Paris. Mais c'est aussi vrai pour les cités italiennes, pour Venise qui a pris Constantinople, qui a investi l'Orient. Marco Polo grandit à Venise, c'est-à-dire qu'il grandit dans une ville où il est habitué à avoir une diversité de visages, de produits, de marchandises, d'odeurs, de senteurs. Il est formé par tout cela. C'est pour ça que ses contemporains après l'ont identifié comme vénitien et ont pensé que son ouvrage était véritablement un ouvrage de Vénitiens, parce qu'il avait cette expérience unique du monde que l'on ne pouvait faire qu'à Venise et qui lui a permis après de s'adapter à un monde beaucoup plus large, celui d'une Eurasie ouverte par l'Empire mongol et jusqu'à la ville de Pékin où il a fini par arriver avec le grand Khan Kubilai qui le reçoit. À 17 ans, Marco Polo entreprend un long voyage en Asie avec son père et son oncle. Après 16 années passées en Chine, ils reviennent en Europe. Qu'est-ce que Marco Polo a ramené dans ses cales ? En fait, normalement, il n'aurait jamais dû écrire d'ouvrage. C'était un marchand, c'était un aventurier, mais il rencontre, parce qu'il est captif à Gênes, il a été fait captif au cours d'une des nombreuses guerres entre Venise et Gênes, il rencontre un écrivain professionnel, Rustichello de Pise, et ensemble, ils écrivent un ouvrage de littérature. Ils l'écrivent d'ailleurs en français, parce que le français, c'est la langue des romans de chevalerie. Et à travers cet ouvrage, il fait connaître un monde qui est immense, toute l'Asie, tout le monde chinois, toute l'Inde, qu'il a pu connaître grâce à son expérience unique d'aventurier, arrivé à la cour du Grand Khan et qui a circulé à travers toute l'Asie. Et c'est cette expérience qu'il transmet mais dans un ouvrage littéraire. Et quelles sont les sources qui éclairent le voyage de Marco Polo ? En fait, on connaît le voyage de Marco Polo à travers ce qu'il nous en a dit. Donc la source, c'est le devisement du monde. Et puis après, on peut faire une critique interne de l'ouvrage pour voir sa précision. Les historiens contemporains ont eu beaucoup de surprises. Par exemple, ils se sont rendus compte que parfois les chiffres qui étaient donnés par Marco Polo pour les revenus fiscaux du Grand Khan, lorsque les historiens spécialistes de la Chine du XIIIe siècle les ont repris, ils se sont rendus compte que ces chiffres qu'on pensait plus ou moins fantastiques sont exacts. Et on peut toujours faire le croisement avec ce que l'on a dans les sources persanes, dans toutes les sources qui parlent de cet immense empire mongol. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire à l'instant. Marco Polo est resté des années au service du Grand Khan en Chine. Qui était-il et quel était son rôle auprès de lui ? En fait, c'était sans doute un aventurier. Il y avait beaucoup d'aventuriers auprès du Grand Khan puisqu'il s'agissait d'un immense empire qui avait brassé toutes les populations de l'Eurasie. Il y avait même une catégorie particulière, ce qu'on appelait les sémouriennes, qui désignaient ces étrangers qui étaient au service du Grand Khan. Alors en général, dedans, on trouvait des musulmans d'Asie centrale, parfois des Persans, en tout cas des gens qui communiquaient avec le persan. Et Marco Polo s'est sans doute agrégé à ce groupe. Et puis après, il a été utilisé par le Grand Khan dans différentes missions parce qu'il avait aussi cette expérience, cette capacité de voir, cette capacité d'observer, cette capacité de maîtriser des différentes langues. Par exemple, dans son ouvrage, Marco Polo nous dit qu'il a été envoyé dans le Yunnan d'aujourd'hui. Et il décrit très bien cette région. Il décrit aussi les guerres qui ont été menées par Kubilai vers le Vietnam d'aujourd'hui. On voit que Marco Polo connaît vraiment bien cela. Il nous parle à un autre moment d'une ambassade dont il aurait fait partie vers l'île de Ceylan et vers le sud de l'Inde. Or, on sait par les sources chinoises qu'effectivement, le Grand Khan Kubilai avait envoyé des ambassadeurs vers le Ceylan et vers le sud de l'Inde, notamment pour rechercher des pierres précieuses, ce dont parle Marco Polo. Donc il a sans doute eu cette expérience d'administrateur et d'aventurier employé par le Grand Khan. Donc il a vu la Chine, en fait il n'y a pas de Chine d'ailleurs à l'époque, il y a un monde chinois qui vient d'être réuni par les Mongols et il l'a vu à travers le regard des maîtres mongols. Alors vous l'avez dit, son livre est connu aussi sous les titres Le devisement du monde ou Le livre des merveilles, c'est devenu un best-seller. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte ? Une histoire romancée ou des vérités sur une époque ? En fait c'est une description du monde qui est romancée à partir de son expérience. Et il y a des histoires qui sont racontées dans l'ouvrage. Il faut se rappeler que c'est un ouvrage de littérature. Donc, par exemple, l'ouvrage va présenter Marco Polo comme un grand ami, un grand intime du Grand Khan, ce qui n'a sans doute jamais été. Donc, c'est un peu exagéré. Mais en échange, il rapporte des récits, il rapporte des informations sur toute cette Asie immense que sont en train de découvrir les Occidentaux pour la première fois. Et c'est ça qui a eu beaucoup d'influence, parce qu'après, son récit a été diffusé, il a été lu par les marchands florentins, vénitiens, il a été lu dans les cours européennes, à la cour française,
françaises, dans les cours ibériques, dans les cours anglaises. Donc il a connu une immense diffusion, ce qui a stimulé le goût pour l'exploration et le goût d'une Europe qui était en train de se découvrir finalement assez marginale et qui découvrait un monde beaucoup plus riche et beaucoup plus puissant qu'elle voulait investir. Et en bout de ligne, ça donne Christophe Colomb. Alors une dernière question rapidement. Donc son récit va influencer des générations d'explorateurs après lui, de Vasco de Gama à Christophe Colomb. Pourquoi cet ouvrage continue d'émerveiller aujourd'hui? Mais tout simplement parce que c'est un ouvrage qui est bien écrit, parce que c'est un bon ouvrage de littérature et parce qu'il décrit le monde entier. Il y a des récits qui sont plus fiables, notamment de franciscains qui sont allés chez les Mongols et qui ont fait des récits ethnologiques absolument fabuleux, mais très précis et très ethnologiques. Tandis que là, on a un grand ouvrage de littérature sur le monde entier. Merci beaucoup Thomas Atanas pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Marco Polo. Merci pour cet éclairage.